Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le 850e numéro d'Historia est en ce moment en kiosque avec une couverture. Mary Stuart, la reine maudite. C'est elle dont Franck Ferrand a choisi de nous parler cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Mais c'était vrai ce que je disais à Maxime Switek tout à l'heure. J'étais bien en train de lire Historia et je l'ai fait avec beaucoup d'intérêt. C'est un dossier très complet, vous verrez, très fourni. Je vais vous raconter l'histoire de la reine Mary, reine de France puis reine d'Écosse, à défaut d'avoir pu devenir reine d'Angleterre. Vous savez que la place était prise par son éternelle rivale, la reine Elisabeth Ier, évidemment. Après quoi, nous recevrons Isabelle Fernandez de l'université Clermont-Auvergne. Elle a participé, et vous allez voir, participé largement à la rédaction du magazine. Et j'imagine qu'ensuite nous irons nous promener en Écosse. Ah ben vous imaginez bien. Nous irons faire un tour du côté d'Édimbourg en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach et de Lorena Martin. L'automne pointe le bout de son nez en Écosse comme ailleurs, alors prenez tout de même une petite laine écossaise, cela va de soi. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Elle était très belle, très libre pour son temps, très intelligente, mais aussi très naïve. Et dès son premier souffle, elle aura été marquée par la fatalité. Vous savez, il y a des gens comme cela dont la vie paraît avoir été imaginée pour servir de thème à des tragédies ou à de grands films. C'est exactement le cas de Mary Stuart. On connaît le drame de Schiller, on connaît le film avec Katharine Hepburn évidemment, et puis toutes ces adaptations télévisées beaucoup plus récentes. Dans cette vie raffinée et cruelle, dans cette vie précieuse et sanglante à la fois, on nage en plein Shakespeare. C'est tout simplement l'époque qui veut cela, une époque coincé entre le sublime et l'horreur. Avec Marie, il n'y a pas d'enfance préservée et banale. Nous plongeons d'emblée au cœur du drame. D'abord, le bébé naît prématuré et l'on craint pendant plusieurs semaines pour sa vie. Ensuite et surtout, la petite Marie vient au monde en décembre 1542, c'est-à-dire au moment même où les Écossais, à la bataille de Solway-Moss, ont été battus à plate couture par les Anglais. Henri VIII d'Angleterre est en position de ravir sa couronne à Jacques V d'Écosse, qui a été laminé par cette grande défaite et qui s'est retiré dans son palais de Falkland, où d'ailleurs il va mourir alors que sa petite héritière n'a que 7 jours. Vous imaginez comme tout ça commence fort, si je puis dire. Alors normalement, on aurait dû attendre que cette jeune reine soit majeure pour la couronner. Seulement, nous sommes dans des temps pour le moins troublés. Mieux vaut tenir que courir. Et voilà comment, le 9 septembre de cet an de grâce 1543, à l'âge de 9 mois donc, le bébé Mary Stuart est couronnée reine d'Écosse. Je crois qu'on peut dire, je n'ai pas vérifié d'ailleurs, mais je crois que c'est le couronnement le plus précoce de toute l'histoire. On n'a jamais vu un roi ou une reine si jeune. Là, c'est vraiment ce qui s'appelle être reine au berceau. Il faut bien préciser, mais je pense que vous l'avez compris, qu'à cette époque, l'Angleterre et l'Écosse sont des royaumes clairement distincts, bien entendu, tout à fait indépendants. Or, depuis 1530, et je dis tout à fait d'ailleurs, nous nous contenterons de dire indépendant, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Depuis 1531, le roi d'Angleterre est chef suprême de l'église anglicane, et depuis 1534, cette église s'est carrément élevée contre l'autorité du pape, ce qui fait que le conflit national et dynastique entre les couronnes d'Angleterre et d'Écosse se double d'un très important conflit religieux qui, vous allez le voir, va connaître bientôt un certain nombre de rebondissements. L'Écosse catholique est soutenue sur le continent par la France et par l'Espagne, c'est bien le moins. La France et l'Espagne comptent sur l'Écosse pour mettre un pied sur la grande île britannique, ce qu'évidemment Londres ne peut pas accepter. Cette compétition politique et religieuse à l'échelle de l'Europe va avoir des conséquences directes, et c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'existence de Mary Stuart. D'abord, si l'enfance de la souveraine se passe à peu près dans un climat de paix, c'est que le roi Henri VIII a renoncé à la conquête brutale de l'Écosse
au profit d'une sorte de mise sous tutelle de l'enfant reine. Il projette d'ailleurs tout simplement de lui donner pour époux son propre fils, Édouard, ce qui aurait pour effet de rattacher sans coup férir la couronne d'Écosse à celle d'Angleterre. Seulement en 1547, alors que la petite reine n'a guère que 5 ans, la cour d'Écosse décline l'offre du roi d'Angleterre et lui préfère celle de son allié catholique, le roi de France. Il faut vous dire que le roi d'Angleterre en question, il est en très mauvaise posture, il va bientôt mourir. Le roi de France aussi meurt, le roi François Ier, et c'est désormais Henri II qui règne sur la France. Et voilà, alors... J'aurais peut-être dû vous préciser que la mère de Mary est une Française. C'est une demoiselle de la maison de Guise, et il faut savoir que les Guises sont à cette époque très importants à la cour de France. Ils l'étaient sous François Ier, ils le deviennent plus encore sous Henri II, donc on comprend aussi pourquoi cette alliance va avoir lieu. Voilà comment la petite fille, en août 1548, ça veut dire qu'elle a 6 ans. Elle va prendre le bateau, la voilà qui traverse donc la mer du Nord et la Manche pour Roscoff. Et puis à Roscoff, alors grand accueil en terre bretonne, et on la charge, dans une litière qui l'amène à Paris. Et pendant une dizaine d'années, cette petite reine d'Écosse, reine couronnée d'Écosse, vit donc à la cour du roi de France, du roi Henri II, et de son épouse, la reine Catherine de Médicis. Si j'étais un peu ironique, je pourrais ajouter, et de sa maîtresse, ou en tout cas favorite, bien sûr, la très célèbre Diane de Poitiers. Et c'est à cette époque que Mary Stuart devient Marie Stuart. C'est comme ça qu'on devrait dire en français normalement. C'est comme ça que disaient nos aïeux. Elle va enchanter la cour de Diane de Poitiers, cette petite Marie, par son intelligence, sa vivacité, une forme d'espièglerie qu'elle sait jamais faire aller trop loin. Et puis, je vous parlais d'intelligence, elle apprend très facilement, elle devient très vite une petite poétesse, si l'on peut dire. Elle est capable de tenir des disputes, c'est-à-dire des discussions en latin, y compris devant des docteurs de la Sorbonne. Elle est un petit peu le singe savant de cette cour. En 1558, elle finit par épouser son dauphin, le petit François, dont elle est sincèrement éprise. Il a 14 ans seulement, elle en a 16, lui en a 14. Or, dès l'année suivante, je vous ai dit 1558, dès 1559, c'est le célèbre tournoi des Tournelles, au cours duquel, accidentellement, Henri II va trouver la mort, vous savez, en tout cas, il est blessé mortellement. Et voilà comment Mary se retrouve donc reine de France. Je vous rappelle qu'elle est toujours par ailleurs reine d'Écosse, quand même. Alors, le jeune roi François II souffre de mastoïdite, c'est-à-dire qu'il a tout l'arrière de la mâchoire complètement infecté. L'infection va gagner l'oreille, bientôt le cerveau. Et le jeune époux de Marie va trépasser pas très longtemps après son père, et dans des souffrances d'ailleurs absolument indescriptibles. Ce qui veut dire qu'après une petite année de règne en France, Marie, qui n'a pas su se faire tellement aimer de la nouvelle personne forte, c'est-à-dire de l'épouse et de la veuve d'Henri II, la reine Catherine de Médicis, Marie va regagner son Écosse natale. Et là, je peux vous dire que pour elle, c'est un changement brutal, parce que de la cour de France à la cour d'Écosse, il y a 2, 3, 4 marches. Friends de Mike Oldfield. Pourquoi on vous passe cette chanson aujourd'hui interprétée par Maggie Reilly ? Eh bien parce que si vous écoutez bien les paroles, Mike Oldfield parle de Mary Stuart dans cette chanson. Et bien justement, jusqu'à 15h cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Mary Stuart. Alors vous venez de nous le raconter, Henri II meurt, Mary Stuart qui est reine d'Écosse devient donc reine de France. Vous nous le disiez, le passage d'une couronne à l'autre ne va pas se faire facilement. Parce que... elle est reine de France, son mari à elle, François II, vient à mourir et elle est renvoyée gentiment chez elle en Écosse. Et alors justement en 1561, à quoi ressemble l'Écosse ? Quelle est la situation de ce pays ? C'est une situation un peu difficile sur un plan politique et économique, c'est assez désastreux, mais alors sur un plan religieux, c'est encore plus compliqué. Il faut vous dire qu'en l'absence de la jeune Mary, une grande partie du peuple s'est tournée vers le protestantisme, ce qui est en train de créer, vous voyez, une situation très compliquée. Marie
va néanmoins faire bonne figure. Elle a 18 ans en 1561, vous voyez, donc elle se montre assez tolérante pendant toutes les premières années de son règne personnel. Ce sont des années assez pacifiques et heureuses. Celui qui gouverne en vérité, c'est son demi-frère, c'est le comte de Moray, avec des intermittences. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans tous les détails. La vie à la cour à Édimbourg est assez dramatique pour Mary, qui a connu la splendeur, le luxe invraisemblable de la cour de France. Et là, elle se retrouve quasiment à la campagne, si je puis dire. Et c'est difficile pour elle, bien entendu. Elle va tomber amoureuse d'un jeune et beau seigneur de sa cour, Lord Henry Darnley, qui est certes très beau et très jeune, mais qui n'a pas le rang nécessaire pour épouser la reine, normalement. Et bien qu'à cela ne tienne, elle va faire une mésalliance, elle l'assume, et assez vite, comme souvent d'ailleurs les gens comme ça qui deviennent, et il veut être carrément roi consort, Henry. Assez vite ça se passe mal, il est d'une vanité invraisemblable, il peut se montrer assez brutal envers son épouse, on le verra assassiné sous les yeux de sa femme, le secrétaire italien David Riccio, on y reviendra tout à l'heure, il le soupçonnait d'avoir été l'amant de la reine. Toujours est-il que dans l'entourage de Moray et d'une façon plus générale, on commence à trouver que ce Lord Darnley prend beaucoup de place. Ses visées sur la couronne en inquiètent plus d'un et l'on va mettre au point un véritable assassinat, un sport national dans l'Écosse de l'époque, nous dit Jean Héritier. C'est vrai que l'assassinat est assez fréquent et en l'occurrence, on va prendre les grands moyens puisque c'est une explosion qui va avoir raison de la vie de Lord Darnley. Il était tombé malade en janvier 1567, malade de la variole. Il va se soigner chez le duc de Châtellerault à Kirk-o-Field, dans la proche banlieue d'Édimbourg, et on va donc truffer la demeure d'explosifs. Et l'explosion se produit entre 1 et 2 heures du matin, le lundi 10 février, donc de cette année 1567. La déflagration fit autant de bruit qu'une volée de 25 ou 30 canons, nous dit la chronique. La poudre était de bonne qualité et n'avait pas été ménagée. Il semble à peu près établi que Jean Hepburn et Ed Tello, comme ils en avaient été chargés par Bothwell, qui est donc l'agent de cette affaire, émis le feu aux poudres. La mèche était particulièrement longue, de manière à leur laisser le temps de sortir et de s'éloigner. Là où Marie, dans cette affaire, va nous étonner une fois encore, c'est lorsqu'elle épouse, troisième mariage donc, l'un des leaders du complot contre Darnley, le fameux Lord Bothwell dont je viens de parler. Pour la reine, cette union scandaleuse, puisque le rôle de Bothwell dans la mort de Darnley est devenu un secret de polichinelle à la cour d'Écosse, cette union scandaleuse, ce mariage inacceptable, va marquer en quelque sorte le divorce définitif avec la nation écossaise. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'a même plus de respect pour la reine. La noblesse locale, qui est devenue très majoritairement protestante entre-temps, ne veut plus de cette reine catholique. Elle veut la pousser à l'abdication. Marie va être arrêtée, emprisonnée, contrainte à abdiquer en faveur de son fils. Son fils, c'est l'enfant de Darnley qui n'est âgé que d'1 an. Décidément, ça devient coutumier en Écosse. On fait monter sur le trône un enfant d'1 an sous le nom donc de Jacques VI. Marie n'a pas dit son dernier mot. Elle s'évade, elle reconstitue des troupes, 6000 hommes, qui vont affronter celles de son demi-frère à Langside. Débâcle complète, la reine doit s'enfuir, mais alors cette fois, où va-t-elle aller ? Si elle veut retourner en France, il lui faut traverser des régions, toutes les régions de l'Est du pays qui sont fidèles au comte de Moray, donc fidèles à son demi-frère. Elle va préférer partir vers le sud, vers l'Angleterre où règne sa cousine, la reine Élisabeth Ier, qui l'attend un peu comme attendrait une araignée au centre de sa toile. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Marie Stuart, cette reine maudite. Vous pouvez bien sûr réagir à l'émission et vous êtes très nombreux déjà sur les réseaux sociaux à poster vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. N'hésitez pas à poser vos questions. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Surtaxé. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Marie Stuart, une femme au destin compliqué, une reine maudite comme nous l'avons appelée, Franck, pour cette émission.
Oui, 3 fois maudite même, dit le titre d'Historia. Nous verrons pourquoi 3 fois maudite. En tout cas, c'est certain que l'idée d'aller se réfugier, si je puis dire, chez sa cousine Élisabeth n'était pas excellente. C'était une faute politique majeure, puisqu'Élisabeth a tout intérêt à tenir Marie le plus loin possible du trône. N'oubliez pas quand même qu'elles sont cousines. La grand-mère, en fait, Élisabeth Tudor, la grand-mère de Mary, est la sœur aînée d'Henri VIII. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les femmes règnent en Angleterre, pourquoi pas Marie? Vous voyez à quel point la rivalité dynastique est forte là. On va voir, alors sous prétexte qu'elle est trempée dans le meurtre de Darnley, on assigne, je ne dirais pas qu'on l'arrête dans un premier temps, mais on assigne Marie à résidence, et puis elle va être trimballée de forteresse en forteresse, de plus en plus prisonnière, disons-le, dans des conditions qui parfois sont difficiles, notamment quand elle est à Tutbury, dans des conditions très, très dures. En 1586, elle est enfermée à Chartley Hall, et alors là, il y a un ministre très important, il s'appelle Walsingham, lui il va jouer un rôle, c'est le machiavélique de l'histoire, si je puis dire, il va piéger Mary Stuart, c'est-à-dire que par l'intermédiaire d'un agent très malin d'ailleurs, qui s'appelle Gilbert Gifford, il va entrer en lien épistolaire avec Mary Stuart. On va lui coller dans les pattes un petit jeune homme qui s'appelle Anthony Babington, qui est une sorte d'exalté catholique, qui veut la faire libérer, etc. Tout ça est cousu de fil blanc. Le but, c'est de pouvoir la pousser à la faute, parce qu'on lit sa correspondance codée. Il y a un article formidable dans le magazine qui raconte le codage de la correspondance de Mary Stuart. On arrive à lire à livre ouvert dans sa correspondance. Mieux que ça, on la pousse à comploter, je vais un peu vite parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans cette affaire, mais on la pousse à comploter contre la vie de la reine Élisabeth elle-même. On lit tout ça, et ce sont les services secrets, si je puis dire, anglais, qui vont demander à la reine Marie de livrer les noms de ses complices. Elle croit qu'elle parle gentiment à Babington, vous voyez. Et donc, évidemment, tout ce petit monde est arrêté, torturé, exécuté dans des conditions absolument horribles, et la reine elle-même va être jugé. Son procès a lieu à Fotheringhay. C'est un procès qui est très célèbre en Angleterre, bien entendu. C'est une des grandes pages de l'histoire anglo-écossaise. Un procès qui va aboutir à la condamnation à mort. Loué soit Dieu, dira Mary lorsqu'elle apprend sa condamnation. Vous me faites un grand bien de me retirer de ce monde. Je ne saurais recevoir de meilleures nouvelles parce qu'elle m'annonce la grâce que Dieu m'accorde de mourir pour la gloire de son nom et de son Église. Ça, c'est le cran de la dame qui maintenant va être décapitée et va devenir en quelque sorte la martyre d'Élisabeth. Bonjour Isabelle Fernandez. J'ai dû avancer dans cette affaire avec vraiment des bottes de 7 lieues parce qu'il y a eu énormément de rebondissements dans toutes les étapes de la vie de Mary Stuart. L'avantage que vous avez dans un magazine comme Historia, c'est que vous avez le temps de vous poser, de donner tous les détails, etc. Moi, je n'avais pas ce temps. Mais en tout cas, à travers ce simple survol d'une existence riche en coups de théâtre, on voit à quel point c'est une existence dramatique et qui finit comme une tragédie. Elle est décapitée à la hache. À la hache, oui, à l'âge de 45 ans. Et l'aspect également tragique de cette existence, c'est que les événements s'accélèrent. C'est ça. Donc il y a vraiment une concentration et on a 4 actes également, puisqu'on va avoir l'enfance dont vous parliez en Écosse. Après, on va avoir l'épisode en France, donc l'âge d'or de Mary Stuart, retour en Écosse, terre natale et pourtant si hostile, comme vous le disiez, et donc la voie royale pour l'échafaud avec l'Angleterre et une très 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 longue détention quand même. Près de 20 ans, oui. C'est que les deux cousines ne se sont jamais vues. Jamais. Elles se sont beaucoup écrit, une correspondance bien entendu convenue de la part d'Élisabeth, de la part de Mary Stuart, qui, après près de 20 ans de détention, me semble-t-il, s'est mise à comploter de façon tout à fait normale, oui, afin de se libérer. Son erreur, ça a été... envie de dire, on serait complotiste à moins quand même. Quand on vous colle dans des espèces de forteresses pendant 20 ans, il fallait bien qu'elle en sorte. Sans aucune justification, puisqu'il y a eu un procès, et ce procès s'est terminé sur une espèce de non-lieu. Elle n'a pas été condamnée, et pourtant, elle n'a pas été libérée pour autant. Donc on peut dire que les complots
complots qu'elle va fomenter de son côté sont tout à fait légitimes. Après, qu'elle est effectivement trempée dans un complot contre la vie de la reine, c'est autre chose. Alors, cette partie anglaise, nous allons la mettre un peu entre parenthèses. La partie française, on la met carrément aux oubliettes, si je puis dire. Et nous allons essayer de nous concentrer, c'est déjà énorme, sur la partie écossaise de la vie de Mary Stuart. Il y a énormément à dire. Et puis surtout, c'est bourré d'échos avec la situation actuelle. C'est-à-dire que le sort actuel de l'Écosse pose de nombreuses questions. On ne sait pas si l'Écosse va ou non redevenir indépendante. Et tout ça est lié directement à l'histoire que nous allons revivre ensemble dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck. Voilà, pour les fans de la série Les Tudors, vous aurez bien sûr reconnu le générique avec cette phrase. Chaque série commençait comme ça. Vous pensez connaître l'histoire, mais vous n'en savez que la fin. Eh bien, aujourd'hui, nous allons en savoir plus, en tout cas, sur la partie historique et écossaise de la vie de Mary Stuart. Avec votre invité, Franck Ferrand, nous allons plus loin. Vous recevez Isabelle Fernandez. Elle est maître de conférences à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste d'histoire de l'Angleterre des 16e et 17e siècles. Et elle a également contribué au dossier Mary Stuart, la reine maudite, du 850e numéro d'Historia que vous avez entre les mains, Franck, et qui est en kiosque actuellement. Et c'est une bonne idée d'avoir donné des extraits de la célèbre biographie de Stephen Zweig, bien entendu, le plus grand et célèbre biographe de Mary Stuart, même s'il est loin d'être le plus récent. Le premier coup du bourreau a mal porté, raconte-t-il à propos de l'exécution de la pauvre reine. Le couperet s'est abattu sourdement sur l'occiput. Un gémissement étouffé s'échappe de la bouche de la victime. Le deuxième coup s'enfonce profondément dans la nuque et fait jaillir le sang. Mais il faut frapper une troisième fois pour achever la décollation. Et nouvelle horreur, lorsque l'exécuteur veut saisir la tête par les cheveux pour la montrer, elle roule sur le plancher comme une boule sanglante. Il n'a en main que la perruque. Le bourreau la ramasse et la présente à l'assistance. Vision fantomatique, c'est la tête d'une vieille femme aux cheveux ras et gris. Un instant, l'effroi paralyse le public, plus personne ne respire. Puis, enfin, de la gorge du doyen de Peterborough sortent péniblement ces mots « Amen, Amen, ainsi périssent les ennemis de la reine ». Fin effroyable et qui nous glace et qui a beaucoup fait pour la célébrité de ce personnage dans l'histoire, Isabelle Fernandez. Si la mort de Mary Stuart avait été moins sanglante, on parlerait peut-être moins d'elle, disons les choses. Son exécution a fait d'elle une figure de martyr. C'est ça, exactement. Et en plus, elle a su, je pense, exploiter, elle qui a foncièrement manqué d'intelligence politique. On en parlait tout à l'heure. Elle a manqué d'intelligence politique lorsqu'elle a su la sentence et qu'elle a su qu'elle allait mourir. Elle a su théâtraliser et mettre sa fin au profit de sa cause, de la cause du catholicisme. Et elle qui avait vécu pour son intérêt, pour ses passions, oui. Pas uniquement mais en grande partie, a été grandiose lors de ces derniers instants. Et cette posture de martyr a fait qu'elle est entrée dans la postérité, ce qui n'aurait certainement pas été le cas face à la Reine Vierge, où la Reine Vierge Élisabeth pouvait l'écraser de son intelligence politique, de sa rouerie également. Donc il y avait deux adversaires de rivales face à face qui n'avaient pas du tout les mêmes capacités. Et c'est la mort la mort de Marie qui lui a permis d'accéder à un statut d'immortel et de mythe également. L'ironie de l'histoire, c'est que finalement les Stuarts vont monter sur le trône d'Angleterre. Et cette fois sans coup férir. C'est-à-dire que certes l'Angleterre a fait main basse sur l'Écosse, mais c'est le roi d'Écosse qui un jour deviendra roi d'Angleterre. À partir de 1603, effectivement, Jacques VI, dont vous parliez tout à l'heure. Qui était bébé au moment de son couronnement. Qui va être couronné à 1 an également, sera couronné roi d'Angleterre en 1603 et deviendra Jacques Ier d'Angleterre. Et les Stuarts, après maintes tentatives, réussiront à unir les deux royaumes avec la loi d'union en 1707. Donc c'est vrai que ça peut sembler être une réussite, mais en même temps, on s'est un peu occulté l'opposition, la révolte qui existe depuis le XIIIe siècle entre l'Écosse et l'Angleterre, puisque dès la fin des années 1290, l'Angleterre a tenté de gagner son indépendance jusque dans les années 1355. On avait le roi Édouard III qu'on a surnommé le marteau des
des Écossais, parce qu'ils voulaient vraiment les écraser. Et donc c'est vrai que les forces se sont un peu inversées avec le XVIIe siècle, mais on revoit, comme vous le disiez tout à l'heure, une résurgence d'indépendance avec le référendum de 2014 et la demande actuelle d'un autre référendum. Oui, alors, entre-temps, il y a eu le départ des Stuarts, leur remplacement par une famille continentale. Les Hanovre. Et puis cette espèce de révolte qui se termine dans le sang à la bataille de Culloden. En 1746. 1746, c'est au milieu du XVIIIe siècle. Désormais, l'Écosse est vraiment totalement unie à l'Angleterre. Et puis voilà que aujourd'hui, cette loi d'union dont vous parlez, cette Union Act, est remise en cause. Vous pensez que l'Écosse va acquérir son indépendance dans les années qui viennent ? Mais disons que la loi d'union en 1707 s'est faite par raison. Puisque l'Écosse, vous parliez tout à l'heure de la situation économique au XVIe siècle, elle ne sera guère meilleure au XVIIe siècle. Il faudra attendre le pétrole pour que les choses aillent mieux. Exactement. Et puis il faut dire aussi que l'Angleterre a placé l'embargo sur l'Écosse. Elle ne pouvait pas exporter des laines. Donc il y a eu vraiment une mise sous tutelle économique de l'Écosse. Et ce qui fait que pour pouvoir survivre, l'Écosse a compris qu'il fallait s'allier à l'Angleterre. Donc je pense que ce mariage de raison arrive à un moment... il ne peut plus continuer. Et je crois qu'on arrive à un moment où la tutelle anglaise commence à peser un peu lourd. Alors, la petite reine Marie a été couronnée au berceau, nous l'avons dit. Elle n'est pas, me faisiez-vous remarquer à l'instant pendant l'interruption, couronnée reine d'Écosse. Elle est couronnée reine des Écossais. Reine des Écossais. C'est un peu comme le Rex Francorum d'avant le roi de France. C'est très révélateur. Vous parliez d'une Écosse divisée religieusement, une Écosse divisée géographiquement entre le nord et le sud, une Écosse divisée par les clans également, donc les clans qui peuvent transcender les religions également, puisqu'il y a des intérêts féodaux à défendre. Donc la tâche de Marie Stuart lorsqu'elle rentre en Écosse en 1561, elle est jeune, elle a à peine 20 ans, et elle se retrouve face à un pays qui est peut-être difficilement gouvernable. Et c'est un pays d'une certaine manière qu'elle ne comprend pas. Ne comprend plus. Et qu'elle ne comprendra jamais, disons les choses. Son comportement ne va pas aider, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de Marie Stuart, la reine maudite. C'est le titre du 850e numéro d'Historia qui est en kiosque actuellement et que l'on vous recommande avec Isabelle Fernandez qui a participé à ce numéro d'Historia et qui est maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et qui est spécialiste d'histoire d'Angleterre des 16e et 17e siècles. Vous savez que la devise d'Historia autrefois c'était connaître le passé pour comprendre le présent. C'est exactement ce qui se passe avec cette affaire écossaise en fait. On comprend mieux d'où vient cette volonté permanente ou récurrente en tout cas des Écossais de s'émanciper de la tutelle anglaise, enfin actuellement britannique. Il y a un film, enfin c'est pas un film, c'est un téléfilm, c'est une mini-série pour être tout à fait précis, qui s'appelle The Hollow Crown et qui passe en ce moment sur la chaîne Histoire et où on voit les personnages autour de la reine, alors c'est-à-dire Mornay, son demi-frère qui va être régent d'Écosse, Darnley donc qui est son mari, Bothwell qui est celui qui va l'aider à se débarrasser de Darnley. Elle était entourée de beaux jeunes hommes, cette Marie Stuart. Elle aimait l'amour, disons les choses. Disons qu'Élisabeth était entourée de très beaux jeunes hommes également, oui. Mais elle a eu la sagesse de maintenir son rang et de se débarrasser. C'est-à-dire de ne pas succomber, j'en sais rien. De ne pas succomber, ça c'est encore une autre polémique, mais voilà, elle a su garder la tête froide et mettre en avant. Alors je suis un petit peu gênée par la présentation de femmes et de reines. Moi, je verrais plutôt, elle a su mettre sa vie publique en avant plutôt que sa vie privée. Élisabeth, Marie, et en c'est revanche, exactement l'inverse. Voilà, c'est exactement l'inverse. Et elle va faire également les mauvais choix, puisqu'en l'occurrence épouser l'assassin du père du futur roi d'Écosse, c'est on ne peut plus scandaleux et ça a jeté le discrédit entièrement sur Marie à cette époque. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui me rappelait la phrase de
Zweig, justement, de Stefan Zweig, qui disait Élisabeth a fait passer la reine avant la femme, oui, et Mary a fait passer la femme avant la reine. C'est le double corps du roi, si je puis dire. Hein. C'est, oui, cette double dimension qui a posé problème à Mary Stuart. Elle n'a pas su être toujours la reine. Pourquoi a-t-elle épousé ce Darnley ? Darnley était aussi grand qu'elle. Elle était très grande, donc il était très grand également. Donc déjà, il y a eu cette attirance physique. Il était sportif, il aimait beaucoup l'équitation, la chasse. Donc elle a eu un coup de cœur, va-t-on dire, pour... Donc ce n'est pas un mariage de raison, ce n'est pas la raison d'État. Là, non. Hein, c'est un... Alors il y a l'aspect raison d'État que nous mentionnions hors antenne, hein, puisque Darnley est un des descendants d'Henri VII, donc il peut à juste titre prétendre à la couronne d'Angleterre. Donc on a un mariage danger pour Élisabeth. Qui va très mal vivre cette union, et il est catholique. Voilà. Donc il y a cet aspect raison d'État malgré tout. Donc elle n'est pas elle n'a pas fait uniquement de mauvais choix politiques, mais il y a aussi cet aspect, voilà, séduction, vie de femme, découverte. Parce qu'avec François II, ils étaient très très proches, mais il y a des gamins, exactement, ils étaient très très jeunes, et ils étaient, je pense, plus amis que mari et femme. Donc là, c'est la femme qui se révèle et qui va s'emporter. Est-ce que les Anglais favorisent le développement du protestantisme en Écosse et notamment dans la noblesse écossaise à l'époque ? Bien sûr, Élisabeth va agir en sous-main avec le pasteur John Knox qui devait faire amende honorable à cause du tract qu'il avait écrit contre le gouvernement monstrueux des femmes. Élisabeth n'était pas mentionnée, cela dit, hein, mais bon, cela a contesté. Elle était un peu visée quand même. Un petit peu visée quand même, mais c'était que les maris, hein, Marie de Guise, Marie Stuart et Marie Tudor. Donc il a quand même dû faire amende honorable et il a volontiers développé le calvinisme. Alors Marie de Guise, c'est la mère de Marie Stuart. Oui. Quant à Marie Tudor, c'est la demi-sœur évidemment d'Élisabeth, puisque toute catholique, bien sûr. Et ce sera la future Mary la sanglante. Voilà. Et donc John Knox va œuvrer à l'introduction d'un protestantisme radical par rapport à l'Angleterre, où on a la voie du milieu, donc une espèce de compromis entre Rome et Genève. En Écosse, en revanche, on va avoir une église presbytérienne qui va se débarrasser de la hiérarchie épiscopale, et où on va avoir un pouvoir qui va émaner de la base, et où la hiérarchie ecclésiastique va se détacher de plus en plus de la monarchie. Donc on a les germes de ce qui va donner la guerre des évêques dans les années 1630-1635, et donc la déposition de Charles Ier et son exécution en 1649. Donc l'église que va introduire John Knox, c'est une église qui va s'insurger contre la monarchie sur le long terme. Cette monarchie considérée comme le ferment du catholicisme en Écosse, évidemment. Exactement, et c'est ce qui va perdurer jusqu'à Jacques II avec la Glorieuse Révolution. Pour revenir à des affaires plus privées, si je puis dire, on a vu Darnley se méfier terriblement du fameux Richiot, au point d'aller jusqu'à l'assassiner. Il aurait mieux fait de se méfier de Bothwell. C'est Boswell qui a dirigé le complot qui a mis le feu aux poudres, c'est le cas de dire, puisqu'il est mort dans une explosion, ce pauvre Darnley. Il est étranglé. Il y a eu... C'est-à-dire que ça s'est mal passé, l'explosion. Exactement, l'explosion s'est mal passée, pardon. Donc il a fallu achever le bonhomme. Exactement. Et Darnley ne s'est pas du tout méfié de Boswell, tout simplement parce que vous parliez du sport national, donc l'assassinat qui était le sport national en Écosse, mais il y avait toujours la sécurité de signer des contrats, des pactes. Et l'assassinat de Richiot s'est fait avec un pacte signé par Boswell et Darnley. Et donc Darnley a été fort naïf. Il pensait que la couronne pourrait lui échoir. Or, c'était absolument pas l'intention ultérieure des comploteurs. Finalement, ce qu'il y a de terrible avec Mary Stuart, et là on comprend qu'elle soit 3 fois maudite, c'est-à-dire qu'en fait elle est 3 fois mal accueillie. À la cour de France, elle a été la petite fille qu'on a adorée, adulée, mais une reine qui a été très vite honnie, disons les choses, alors qu'elle n'a régné que très peu de temps, quelques mois seulement. À la cour d'Écosse, quand elle rentre, elle est très mal vue parce qu'elle est catholique dans un pays qui aspire au protestantisme essentiellement, et ensuite lorsqu'elle va essayer de se réfugier chez sa cousine Élisabeth, elle est très mal accueillie par les Anglais qui n'ont rien de mieux à faire que la coller dans des forteresses, en résidence, et même, disons-le, quasiment en prison. C'est une drôle de vie de n'être jamais
jamais accueilli, jamais bien là où l'on arrive? Disons qu'il y a cet aspect effectivement d'éléments extérieurs, mais on ne peut pas non plus omettre les décisions qu'elle a pu prendre. Mais il y a effectivement un contexte qui va jouer contre elle, avec l'excommunication d'Élisabeth en 1570. On va également avoir l'assassinat politique de Guillaume d'Orange en 1584. Et c'est à ce moment-là que Walsingham et Cécile vont se dire que elle devient extrêmement gênante. Donc elle aurait dû arrêter d'écrire à ce moment-là. Et au contraire, elle va se mettre à comploter de plus belle. Et c'est peut-être l'erreur. Mais comme elle était coupée du monde, elle n'avait pas conscience de ces aléas, de ces circonstances. Merci beaucoup Isabelle Fernandez. Il y a aussi dans ce numéro une interview de Ken Follett, dont le dernier roman parle justement de cette confrontation terrible entre les deux cousines. Il y a les bonnes feuilles du livre d'Emmanuel de Varesquiel sur les derniers secrets de Fouché. Et puis, j'allais dire last but not least, mais enfin, je ne pouvais pas ne pas signaler que je me suis, en ce qui me concerne, intéressé dans ce numéro à l'exécution d'une autre victime, si je puis dire, beaucoup plus proche de nous, Mata Hari. Ça fait 100 ans, là, en ce moment, que Mata Hari a été fusillée. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il est temps maintenant d'aller là où l'histoire s'est écrite, et notamment pour Marie Stuart en Écosse, à Édimbourg. Et vous êtes très nombreux à nous écrire. Cécile nous dit: Édimbourg est une ville magique qui vous marque pour longtemps, une vraie machine à remonter le temps, un vrai bonheur de se perdre dans ses rues. Eh bien, nous allons nous perdre dans les rues d'Édimbourg avec Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est chroniqueuse histoire à Femme Actuelle. Bonjour Clémentine. Bonjour, moi qui suis un amoureux des Highlands, c'est-à-dire la partie beaucoup plus septentrionale de l'Écosse, je dois reconnaître qu'Édimbourg n'est pas sans charme. Nous avons tendu l'oreille tout à l'heure à 13h pour entendre le canon qui... le 1 o'clock gun, qui depuis 1861, tous les jours à 13h, eh bien, tire un coup de canon depuis le château d'Édimbourg. Et le château d'Édimbourg, comme le château d'Holyrood, ça fait partie des 2 visites incontournables à Édimbourg sur les traces de Marie Stuart. Il y en a un qui est spécifiquement écossais et l'autre qui est nettement plus anglais. On va voir ça dans un instant. Tout Alors à fait. déjà, la forteresse, le château lui-même. Forteresse magnifique, le site le plus visité d'Écosse, très spectaculaire, sur un piton rocheux dont les 3 côtés sont protégés par des falaises abruptes. Et là, on a un panorama absolument extraordinaire sur la ville. Alors, l'histoire d'Écosse se confond avec cette citadelle. Les dynasties des Bruce, des Stuarts s'y sont succédées. Et alors, quand vous arrivez là, première chose à faire de toute urgence, vous allez monter sur la pierre du destin, dite aussi pierre de Scone ou oreiller de Jacob. C'est un bloc de grès utilisé depuis la nuit des temps dans les rituels du couronnement au Royaume-Uni. Et alors, Franck, vous-même, vous êtes allé monter sur la pierre du destin et vous avez eu, le résultat était hélas très peu concluant, parce que si vous aviez été l'authentique roi d'Irlande, parce qu'à l'origine ce bloc de grès vient d'Irlande, eh bien la pierre se serait mise à rugir. Mais c'est ce qu'elle a fait, alors que faites-vous ici au micro d'Europe 1 alors que votre peuple entier pleure après vous? Donc, cette pierre, je vous invite à aller regarder son histoire, parce que c'est vraiment extraordinaire, parce qu'elle a été pendant 700 ans à Westminster, et puis des étudiants indépendantistes écossais l'ont volée dans les années 50, et alors elle a été restituée à l'Écosse en 96 ensuite. Et alors, les Anglais se sont engagés, en cas de couronnement d'un nouveau roi d'Angleterre, à restituer la pierre. Donc vous pouvez aller la voir. Quand vous aurez vu, vous n'êtes pas roi d'Irlande, vous allez être très déçu, mais je vous invite tout de suite à vous précipiter dans l'un des musées que comprend cette forteresse, et vous allez voir les honors et les regalia, les archives d'État écossaises, et puis les honors, vous avez bien compris, l'épée d'apparat, la couronne et le sceptre. Ils avaient été scellés dans les murs en 1707 au moment de l'accord d'union dont nous a parlé notre invité à l'instant, et là on ne trouve ça qu'en Angleterre. Qui les retrouve dans la Crown Room? Eh bien, c'est Walter Scott. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Ça tombait pas mal. Alors, incroyable. Évidemment, lorsque la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, et là je ne parle pas d'Élisabeth Ière, je parle d'Élisabeth II, lorsqu'elle vient séjourner en Écosse, soit elle est à titre privé chez elle à Balmoral, soit elle est à titre public comme reine du Royaume-Uni à Holyrood. Alors, ça c'est l'autre château. C'est l'autre château, parce que le château d'Édimbourg était un peu frisqué, c'était pas très confortable. Mal isolé. Donc les Stuarts, c'était mal
isolée ont décidé de se faire un autre château au pied de la falaise, au pied de la colline. Et c'est là, d'ailleurs, dans ce château d'Holyrood que Mary Stuart va épouser Darnley. C'était au château d'Édimbourg qu'elle a accouché du fils Jacques dont vous avez parlé tout à l'heure. Et alors, ce qui est vraiment très touchant, il faut voir la chambre de Mary Stuart et son antichambre, parce que c'est là qu'a été assassiné le malheureux Riccio. Et comme on a laissé sa dépouille pendant 9 jours, eh bien les boiseries sont toutes imprégnées de son sang. Et alors en dessous de son portrait vous avez vu le sang de Riccio, mais bien sûr, moi je le vois dans la boiserie, mais vous manquez un peu d'imagination. Et alors en dessous du portrait de Riccio avec son violon, le pauvre homme assassiné sous les yeux de Mary Stuart, eh bien on voit donc les traces de sang dans la boiserie. Je le répète et je les ai vues. Mais il y a aussi des objets très touchants. Il y a un joyau en forme de cœur qui aurait appartenu à Darnley. Et il y a également des travaux de couture de Mary Stuart. Elle était très douée pour la couture et elle envoyait régulièrement des objets faits de sa main à sa cousine Elisabeth, qui portait tout ce que lui envoyait sa cousine tout en la gardant prisonnière. Elle était quand même un petit peu culottée. Et alors la maison de Kirkcoffield n'est pas loin non plus. Tout ça, il a été explosé. Et on a couru dans le jardin pour rattraper le pauvre. Alors moi j'avais lu non pas qu'il avait été étranglé, mais qu'on lui avait fait avaler d'autorité un morceau d'étoffe. Enfin, mais ça revient au même. Il meurt étouffé, quoi qu'il en soit. Et quand la malheureuse Mary Stuart revient à Édimbourg après avoir épousé Boswell, qui lui-même part en Norvège en lui ayant piqué ses joyaux et son argenterie, c'était quand même un joyeux luron. Et bien dans les rues d'Édimbourg, on hurle sur le passage de Mary Stuart parce que la foule a été chauffée à blanc par Knox et on la traite de putain, brûler la putain. Donc vraiment, les rapports de Mary Stuart avec Édimbourg, c'est quand même assez mitigé. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à voir à Édimbourg. On va aller se régaler dans un instant de panse de brebis farcie avec Lorena Martin. Miam, miam. Mais évidemment, on peut aussi voir le yacht, le yacht royal. Alors que la reine n'a plus aujourd'hui. On est en train de construire un nouveau yacht royal en Angleterre. Ça manquait, ça, bien sûr. Mais là, le yacht Britannia est au mouillage dans le port. Et il se visite. C'est un peu bizarre à faire. 40 ans de déplacement de la famille royale d'Angleterre de par le monde sur ce beau yacht, 1000 visites officielles, et donc là on peut se prendre pour la reine d'Angleterre à bord de son bateau en se mettant à la proue et on se fait des impressions. Il y a même ces boîtes de Scrabble et de Monopoly dans le placard. Bien sûr, vous avez vu ça. En tout cas, je retiens que Franck, vous ne serez pas roi d'Irlande. Moi, je peux encore tenter ma chance. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. La reine d'Irlande ici s'appelle Lorena Martin. Bonjour. Merci, Lorena. Franck, bonjour. Alors il y a un endroit que j'aime beaucoup, moi qui est tout près du centre d'Édimbourg, c'est Prestonfield House. Alors je vais demander d'aller y voir de plus près. C'est tout proche en fait du centre-ville d'Édimbourg, à un quart d'heure du château dont vous venez de parler, à 5 minutes de la Royal Mile. Mais c'est dans un beau parc néanmoins, on a l'impression d'être à la campagne. Magnifique, c'est vraiment un manoir de charme qui s'ouvre sur un parc boisé de 20 hectares où l'on peut trouver de magnifiques pans en liberté. C'est absolument sublime, c'est une parenthèse dans le temps. C'est une ancienne demeure en fait du XVIIe siècle, construite en 1687, propriété de Sir James Dick qui était prévôt d'Édimbourg. Et cette maison, le principal magistrat de la ville. Voilà, et cette maison en fait est restée dans les mains de sa famille pendant près de 4 siècles, jusqu'à la fin des années 1950. C'est devenu un hôtel dans les années 60, un hôtel 5 étoiles, des plus élégants, romantiques, et c'est vraiment typique de l'aristocratie écossaise. Il a complètement été réaménagé en 2003, et à l'intérieur, vous trouvez un grand nombre d'œuvres d'art importées d'Italie, de France, de Hollande. La chambre des tapisseries, par exemple, possède une collection de pièces uniques du XVIIe siècle avec des portraits, des antiquités, et l'hôtel possède à peu près une vingtaine de chambres. Vous n'avez pas parlé de la panse de brebis farcie, mais vous n'aurez pas le temps aujourd'hui. J'ai envie de parler de rhubarbe, parce que c'est la première fois en fait au XVIIIe siècle que la rhubarbe a été cultivée dans ce acclimatée dans cet endroit-là. Magnifique. Merci beaucoup, Lorena. Nous disons à demain, chère Anissa. À demain à 14h, Franck, nous allons replonger en enfance et j'ai déjà hâte puisque nous allons parler de Jean de La Fontaine avec Éric Orsena. Eh oui, c'est 2 invités extraordinaires pour le prix d'un demain. Bonjour Isabelle Quenin. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, on parle de toutes ces grandes épidémies ou maladies qui ont jalonné l'histoire. Grâce au progrès constant de la médecine, elles ont disparu ou presque. Peste, choléra, variole, typhus. Faudrait surtout pas qu'elles reviennent. Ah ben dites donc, on est au cœur de l'histoire avec vous cet après-midi. Merci beaucoup Isabelle. Je vous rappelle que le nouveau numéro d'Historia est donc dans les kiosques et nous nous retrouvons demain à 14h.